Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission VIP avec aujourd'hui une comédienne de très grand talent qui écrit elle-même tous ses textes, que ce soit pour ses spectacles ou ses émissions. Elle ne se départit jamais de son extraordinaire sourire, elle se produit régulièrement dans des one-woman shows. Il s'agit d'Anne Roumanoff. Sur notre plateau également aujourd'hui, une étoile qui vient tout juste de faire ses adieux à la scène. Il s'agit de Claire-Marie Hostal, elle nous rejoindra tout à l'heure. On commence avec vous, Anne Roumanoff, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement en tournée dans toute la France et dans les pays limitrophes avec votre dernier spectacle qui s'intitule Anne Rouge-Manoff. Et toute vêtue de rouge, vous égratignez copieusement la classe politique avec beaucoup d'humour d'ailleurs. Vous-même, vous auriez pu suivre ce même parcours puisque vous êtes diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris. Est-ce que ça vous a déjà effleuré l'esprit le fait de faire de la politique? Non, jamais. Vraiment jamais. Quand j'ai fait Sciences Po, je m'étais dit que si j'arrivais pas à être actrice, je serais journaliste. Parce que j'aime bien poser des questions aux gens, je suis assez curieuse, mais dans la politique, non, vraiment. Il est peut-être pas trop tard. Ah non, non, Pour être journaliste. Ah, journaliste, oui. Non, non, mais la politique, non, vraiment, je trouve que c'est un métier trop dur, trop ingrat, trop sérieux aussi. Donc en revanche, vous aimez bien vous moquer de ce Je que les font les politiques, taquine, mais les j'essaie vraiment de ne pas les détruire parce que je me rends vraiment compte de la difficulté. Parce qu'on parle aussi toujours des hommes politiques au plan national, mais il y a tous les gens aussi au niveau local. Il y a les maires, les adjoints aux maires. Enfin, c'est quand même un métier, contrairement à ce qu'on raconte, la politique, où on va vers les autres, on s'occupe des autres. Les gens attendent beaucoup de vous, ils vous demandent des services, des places de parking, de régler l'éclairage, le sens du rond-point, de trouver un appartement, du travail. Enfin, les hommes politiques sont aussi tout le temps en train d'essayer de rendre des services à des gens, quoi. Donc ils font ça pour se faire élire, mais c'est un métier beaucoup plus altruiste que l'image que les gens en ont, quoi. Alors c'est vrai que vous les détruisez pas complètement, en même temps vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Est-ce que ça a toujours été le cas et est-ce que dès l'enfance déjà vous aimiez faire rire? Je ne sais pas si j'aimais faire rire, mais j'étais très moqueuse, donc en classe, j'étais une assez bonne élève, mais sur mes bulletins, il y avait toujours écrit bavarde. Et j'adorais, surtout à l'adolescence, me mettre au fond de la classe et contester l'autorité du prof, dire « Monsieur, je ne suis pas d'accord, pourquoi vous dites ça ?» Enfin, j'étais assez... je provoquais un peu les profs. Donc oui, il y avait un côté insolent, en fait. Puis me faire remarquer. Donc de temps en temps, je faisais des remarques où la classe riait. Mais je n'étais pas non plus un clown, je ne pense pas. Vous avez suivi des cours de théâtre à partir de l'âge de 12 ans au cours Simon. Et puis à 17 ans, vous êtes entré à Sciences Po, tout en continuant, je crois, à prendre des cours de théâtre. Est-ce que c'était pour faire plaisir à vos parents, Sciences Po finalement, ou est-ce que vous étiez vraiment attiré par cette formation? En fait, j'ai commencé à fréquenter les cours de théâtre très jeune, à 12 ans. Et j'étais l'aînée, en plus de 4 enfants. Et l'aîné porte toujours les espoirs, la famille, les angoisses. Mais moi-même, je pense que j'ai une nature assez anxieuse. Et donc très jeune, je me suis rendu compte que c'était un métier aléatoire. Je me rappelle, je lisais à chaque fois les brochures de l'ONICEP, profession artistique, il y avait toujours écrit que c'était aléatoire. Donc j'étais très consciente parce que j'ai été très jeune avec des gens plus vieux, enfin plus vieux. C'est-à-dire quand j'avais 14 ans, j'étais avec des gens de 16 ans. Quand j'avais 16 ans, j'étais avec des gens de 18 ans. Donc je voyais bien le quotidien des comédiens. Il y en avait qui faisaient des sondages, d'autres qui vendaient des chaussures. Et tout ce côté-là, un peu, me faisait assez peur. Donc l'idée, c'était... je m'étais dit, si j'ai un métier, ben, je pourrais gagner ma vie autrement que comédienne, quoi. C'était avoir une roue de secours si jamais ça ne marchait pas, quoi. Et comme, quand même, j'étais très consciente, et c'est vrai, les chiffres sont là, il y a 95% de chômeurs chez les comédiens, donc j'avais raison de me faire du souci, quand même. Vous estimez que vous avez eu de la chance? Oui. Oui, bien sûr, j'ai de la chance. J'ai beaucoup travaillé aussi, mais j'ai eu de la chance. Oui. Parce que finalement, ça a marché relativement vite et relativement bien. C'est-à-dire, quand je voulais être une comédienne traditionnelle, rentrer au conservatoire, à la Rue Blanche, c'était une catastrophe. J'étais éjectée de tous les concours de théâtre. À chaque fois, pour moi, surtout à l'adolescence, on prend tout très au sérieux. C'était un drame. Je pleurais plusieurs jours, j'avais envie de mourir. Enfin, c'était... Ah oui. Ah ouais, non, c'était violent, quoi. Et c'était à la mesure de mon désir d'être sur scène, tous ces rejets. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'échecs et de rejets. Je me suis accrochée et c'est vrai que dès que j'ai commencé à faire des sketchs, par contre, c'est vrai que ça a marché assez vite, quoi. Là, tout d'un coup, c'est comme si toutes les résistances, les portes se sont ouvertes, quoi. Alors vous avez un très grand talent de comédienne, mais aussi un talent d'écriture, parce que je le disais tout à l'heure, c'est vous qui écrivez tous vos textes. Pour revenir donc au spectacle que vous donnez actuellement, il y a ces fameuses fables de La Fontaine revisitées, vous faites allusion à la pintade Ségolène, à la vache Martine ou encore à Mélenchon, le bulldog grognon. Donc vous écrivez vous-même vos textes. Est-ce que c'est assez rare dans cet univers d'écrire soi-même ses textes? Non, 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 tous les humoristes écrivent leurs textes. Non, non, en général. Mais moi, ça m'a un petit peu énervée parce que, en fait, j'ai fait une séquence chez Michel Drucker qui s'appelait Le Bistrot, où j'avais Bernard Mabille en co-auteur, donc je l'ai dit.
Voilà, mais d'abord, on écrivait tous les deux, pas lui tout seul. Et après, c'est devenu, il écrit tous ses... Enfin voilà, et je trouve qu'il y a, du fait que je sois une femme, les gens s'étonnent toujours que j'écrive. Par exemple, j'écris dans le Journal du Dimanche depuis 2009 une chronique toutes les semaines. Et le rédacteur en chef m'a dit qu'on lui avait demandé, mais à plusieurs reprises, est-ce qu'elle écrit? C'est vraiment elle? Est-ce qu'il y a un shadow writer derrière? Non, mais c'est ça. Et il disait, mais oui, elle m'envoie des mails à 1h du matin, on se parle au téléphone. Enfin, mais il a dû plusieurs fois. Et il y avait cette espèce de suspicion. Ça m'énerve assez. Et je pense que c'est parce que je suis une femme, quoi. Vous pensez? Oui. Oui, c'est vrai. Comme si une femme n'était pas capable d'écrire des choses pertinentes sur la politique ou parce que justement dans le Journal du Dimanche, c'est pas des choses comiques, c'est des fois des choses, des parodies, avec un peu d'esprit, j'espère, enfin des choses un peu différentes. Tout d'un coup, c'était pas possible que ce soit moi qui fasse ça, quoi. Vous parliez de l'émission de Drucker et donc du bistrot. Vous avez fait un sketch dans son émission sur Carla Bruni qui a été vu, je ne sais pas, plus de 5 millions de fois. 7 millions de fois. 7 millions de fois, c'est incroyable. Enfin, c'est un chiffre qui est incroyable. À l'époque, c'était en 2008. Mais maintenant, tous les gamins comme Norman, Cyprien, enfin, vous savez, qui font des vidéos, ils atteignent ces chiffres-là en une semaine. Hein. Donc c'était une parodie de la rencontre. C'était un sketch sur la rencontre entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. D'accord. Alors vous évoquez aussi dans votre spectacle la Grèce, le trou de la Sécu, les problèmes de retraite, la crise de la dette, le système vicié des banques. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir avec tout ça? Moi, j'ai foi en l'être humain et après, les crises sont toujours très douloureuses, mais ça permet aussi qu'un monde nouveau émerge. Donc j'espère qu'un monde nouveau va émerger. J'espère aussi que, par exemple, cette histoire de moralisation de la vie politique, c'est quelque chose... C'est comme un chemin. Je pense qu'on vit avec Internet, on ne peut plus trop mentir, quoi. Donc je trouve que la vérité, Internet est un vecteur très dangereux parce que ça peut propager des rumeurs qui sont fausses, mais en même temps, ça permet aussi à la vérité d'émerger. Si quelqu'un dit j'ai jamais dit ça, pof, les gens vont retrouver la vidéo, ils vont la mettre en ligne. Il y a une espèce. Et voilà, on est dans un monde qui est certainement en pleine mutation et de toute façon, on n'a pas d'autre choix que d'accepter ce changement parce que si on commence à dire non. Enfin, ça change. Enfin, voilà, je pense que c'est. J'aime pas tellement le changement personnellement, donc je comprends très bien les gens qui résistent au changement, mais je crois que c'est un. Et dans les périodes de crise, ce sont des périodes de grands changements, quoi. Vous êtes en train de dire qu'en fait, on va vers plus de transparence avec, grâce aux plus de transparence. Non, mais même, je pense qu'il y a plein de choses qui sont en train de changer dans la société, des fois d'une manière assez douloureuse, violente, mais c'est comme ça, quoi. Et puisque vous évoquiez la question de la moralisation de la vie politique, est-ce que les derniers événements relatifs au patrimoine de M. Cahuzac, à tout ce qu'on a pu entendre sur le sujet, ce sont des choses qui vous choquent? Oui, bien sûr, mais oui. En fait, oui, ça me choque. Mais en même temps, vous savez ce que c'est un scandale, c'est quand un fait qui est connu par quelques-uns devient connu de tous. Voilà. Est-ce que, face à la crise de confiance qu'on évoquait avec toutes ces questions-là, tant sur le plan politique que sur le plan économique, vous avez tendance à vous réfugier dans d'autres valeurs? Et si oui, lesquelles? Mais moi, je suis très attachée à la droiture, en fait. À la droiture, à la franchise. C'est des choses très importantes pour moi. J'ai beaucoup de mal avec l'hypocrisie. Et j'ai beaucoup de mal dans ce métier au départ, avec le fait de sourire à des gens que j'aimais pas, ou à lécher les pieds à l'hypocrisie, qu'on est obligé. Hein. On ne peut pas aimer tout le monde. J'avais beaucoup de mal. Maintenant, j'y arrive bien. C'est honteux d'ailleurs. Alors, dans votre spectacle, vous souriez à beaucoup de gens que vous ne connaissez pas, en l'occurrence, et on va justement regarder ensemble un extrait. Obama, dès qu'il a vu Hollande, on dit c'est marré et tout. Faut se mettre à la place d'Obama. Pendant 3 ans, il s'était farci avec... Et après, il a vu arriver avec... Elle a dit, bah dis donc, les présidents français, c'est des boulets, mais ils tirent des canons, hein. Oh, je vous ai pas dit ce qui arrivait à Tata Roselyne. Elle devait disperser les cendres de son mari dans la mer, il y a un coup de vent, elle a tout pris dans la figure. Ah ben, elle l'a dit, il m'aura fait chier jusqu'au bout. Moi, j'ai déjà amené mon enfant chez le psy. Bonjour madame, je vous en prie, entrez, installez-vous. Bonjour petite fille, quel âge tu as? 5 ans. Tiens, regarde, il y a des crayons de couleur, tu vas pouvoir nous faire un beau dessin. Qu'est-ce que tu nous as fait comme dessin? Un monstre rouge. Sauvons les riches, sauvons les riches. C'est ma première manif. En plus, ça m'étonne à moitié que ça aille pas bien en Grèce, parce qu'avec Jean-Claude, on y avait été il y a 3 ans en vacances, on avait remarqué des trucs bizarres.
leurs monuments. Bah, ils sont pas terminés. On vient donc de voir cette bourgeoise qui déambule avenue Montaigne avec son panneau Sauvons les riches à la main pour défendre ses intérêts. Est-ce que vous avez le sentiment que dans nos sociétés actuelles, le fait d'avoir de l'argent, c'est mal perçu? Bah, c'est normal parce que c'est mal perçu. Je sais pas. Je sais pas. Ce sketch d'ailleurs, il y a des fois où je le fais et je sens la salle. Des fois, il y a des crises de rire pendant ce sketch et des fois, des gens peuvent être désarçonnés par ce slogan aussi. Parce que sur le rapport des Français à l'argent, il y a quand même une question. Enfin, il y a un rapport très très particulier. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors on a vu également ce sketch chez le psy. Donc vous dénoncez quelque part un peu notre propension à aller consulter des psys pour tout et n'importe quoi, surtout pour les enfants, ce qui ne se pratiquait pas autant d'ailleurs, je crois, par le passé. Comment ça se fait qu'on en ressente le besoin maintenant? Bah, je sais pas, moi je crois que les instits, dès qu'il y a un problème, ils envoient les enfants chez le psy ou chez l'orthophoniste, mais en même temps c'est bien, ça permet de déceler des trucs, mais c'est vrai que moi avec ma fille cadette, on avait été chez une orthophoniste très gentille, mais c'était un peu « bonjour, comment ça ?» C'était la caricature? Non, parce qu'elle était vraiment très gentille, mais c'était un peu « bonjour, oh, tu avais un beau dessin ». Alors ça nous faisait rire, après on en rigolait, mais en même temps elle était très gentille. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui les enfants sont plus sacralisés qu'ils ne l'étaient par le passé? Oui, certainement, oui. C'est lié à quoi? Bah, c'est lié qu'il y a moins d'enfants et qu'on raconte aux gens que les enfants, c'est le bonheur, alors que... Alors que non. Non, c'est pas... Pas du tout, c'est une baisse en posture. Non, mais c'est pas que du bonheur. Bah, voilà, il y a des moments super et des moments plus délicats, quoi. Comme on raconte aux gens que le couple, c'est le bonheur. Donc, du coup, les gens sont hyper déçus. Ils se disent, mais c'est ça, c'est pas du tout comme dans les magazines ni dans les pubs, non. Donc après, je trouve que les déçus du couple se reportent sur les enfants en se disant, voilà, mon couple est foiré, mais avec mon enfant, ça va aller. Puis en fait, ça va pas non plus, quoi. On vous sent aussi très inspiré dans ce spectacle par la dictature des régimes. Vous parodiez notamment une femme qui arrête de boire du café pour boire plutôt des tisanes de thym, qui mange non plus des cookies, mais des galettes de polystyrène. Vous pensez qu'on va trop loin aujourd'hui dans le culte du corps ? Non, je pense pas, mais je pense qu'on est dans une époque un peu où il n'y a pas de boussole. Donc les gens sont tout le temps en train de, ce que je dis dans un sketch, ils cherchent le bonheur. Donc il y en a qui pensent que le bonheur est dans l'activité physique, d'autres, voilà. Et donc, mais ce qui me fait rire, moi, c'est le côté excessif des choses. C'est-à-dire, le bonheur n'est pas dans une chose, c'est un ensemble. C'est pas. Puis le bonheur, c'est notre manière de percevoir le monde. C'est pas les choses qu'on a, ou c'est pas. Donc les gens vont se dire, voilà, j'ai compris. Je vais courir 2 heures par jour, ça va beaucoup mieux. Voilà, il y a un côté excessif et en même temps pathétique. Si on regarde les gens comme ça qui se disent, voilà, ouais, mon bonheur c'est de tweeter, je vais tweeter toute la journée. C'est un peu... donc les gens, c'est la porte à tous les excès. Mais pour moi, je vois un peu les êtres humains un peu sans boussole, quoi. C'est-à-dire qu'ils perdent leur indépendance de jugement en tweetant, en courant pour faire ce qu'ils pensent être bien. Chacun fait comme il sent. On est dans une époque très individualiste aussi. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me choque dans notre époque, c'est que, enfin, je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, parce que je lis moins les magazines féminins, mais pendant très longtemps, on disait, les conseils de bonheur des magazines féminins, c'était prenez du temps pour vous, faites-vous couler un bain, mettez des bougies. Et j'ai toujours trouvé ça un peu ridicule. Je trouve que le bonheur est pas dans se centrer sur soi. Je pense que pour moi, le bonheur, il est dans le contact avec les autres, dans le partage, Je trouve que ce serait plus intelligent de dire aux gens, occupez-vous des autres, intéressez-vous aux autres pour être heureux, mais pas prendre un bain avec des bougies. Je trouve que quand on est déprimé, on prend un bain avec des bougies, on est toujours déprimé après, quoi. Faut-il avoir le temps? Alors, puisque vous évoquez la question du partage, vous êtes beaucoup engagé, vous avez donné beaucoup de temps aux autres. Hein. Vous dites d'ailleurs que vous devez avoir une tête de marraine parce qu'on vous propose régulièrement d'être marraine de causes très nobles d'ailleurs. Donc vous avez été, je crois, la marraine du Téléthon, notamment par le passé, de la Journée des aidants. Est-ce que vous avez envie de poursuivre votre engagement dans ce type de cause? Bien sûr, je suis effectivement très sollicitée. Mais des fois, pour des choses, les gens ne se rendent pas compte, quoi. Oui, on ouvre une école dans les Pyrénées en 2014. On fait une rencontre, venez. Je dis oui, bien sûr. Donc j'essaye de... Quand je fais des spectacles où je donne la recette, j'essaye, que ce soit pour des associations avec lesquelles j'ai un lien. Je l'ai fait pour Alzheimer, parce que mon père a Alzheimer. J'ai fait pour la tumeur au cerveau, parce que malheureusement, je connaissais des gens.
J'essaye que c'est un écho, enfin voilà. Un écho en vous. Et quelles sont les causes, justement, dont vous parliez d'Alzheimer, quelles sont les autres causes qui vous touchent? Justement, oui, les tumeurs au cerveau, Alzheimer, plus spécifiquement. Et puis après, ça m'arrive aussi de répondre favorablement à des demandes. J'aime beaucoup aussi les associations locales. Quand vraiment, je sais que l'argent va à une association. Je sais pas, il y en a plein que j'ai aidé. Après, je me rappelle même plus de. J'ai fait les pompes à morphine, j'ai fait la scolarisation des enfants à l'hôpital. Enfin, j'ai aidé déjà ponctuellement plusieurs associations. Mais je dis toujours aux gens que je n'ai pas le temps, parce qu'après, les gens, ils veulent aussi que j'aille les visiter. Je dis non. Moi, je me tiens à faire un spectacle, à répondre présent. Et j'essaye aussi que quand je fais un spectacle, ça rapporte de l'argent. C'est pas... Parce que des fois, les gens ne savent pas s'organiser. Ils disent, on fait un repas, il y a 12 artistes, vous venez. Mais ça, c'est pas intéressant, ça va pas... Enfin, moi, j'essaye de regarder aussi cet aspect-là, que si je donne une soirée, que ça rapporte de l'argent vraiment, quoi. Alors, donner du temps à n'importe qui que vous ne connaissez pas, peut-être pas, mais votre papa, puisque vous l'évoquiez, et avec sa maladie d'Alzheimer, vous lui avez donné beaucoup de votre temps. Vous avez dû éventuellement mettre un peu de côté votre carrière pour vous occuper de lui ou... Non, pas du tout, non. Non. Je le vois pas tellement souvent, mais je trouve que j'ai des rapports plus faciles avec lui depuis qu'il a Alzheimer. C'est un peu bizarre, parce que... Vous l'avez vécu comment, vous, sa maladie? On le vit progressivement, parce qu'au début, on vous dit c'est peut-être Alzheimer, après c'est Alzheimer, après c'est un début d'Alzheimer, enfin après, puis après on se fait l'idée, quoi. Mais c'est assez bizarre. Je veux dire, ma mère s'en occupe beaucoup, et c'est pour elle que c'est difficile. Mais je trouve que ça se passe plutôt bien, autant que bien peut se passer cette maladie. Et en tout cas, lui, il est assez joyeux. Donc, il vous reconnaît? Oui, pour l'instant, il me reconnaît. Mais il me pose des questions. Tu as des enfants, qu'est-ce que tu fais comme métier? Enfin voilà, il y a des choses. L'autre jour, je lui dis, qu'est-ce que je fais comme métier? Papa, il me dit, tu sèmes la zizanie auprès de tous les gens que tu rencontres. Ça m'a fait rire. Donc, ce que je trouve bien, c'est qu'il a gardé de l'humour, de la gentillesse. Enfin, moi, j'ai vraiment des moments où je rigole avec lui, plus qu'avant même, je trouve. Alors, il vous demandait si vous aviez des enfants. Des enfants, évidemment, vous en avez 2, vous avez 2 filles. Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre à vos filles? Je pense que l'essentiel de l'éducation se transmet par imprégnation, c'est-à-dire que les enfants s'imprègnent de leurs parents. Après, ils les rejettent ou ils les acceptent, mais c'est une imprégnation inconsciente, en fait. On a très peu de... C'est ce qu'on est, les enfants s'imprègnent de ce qu'on est. Donc après, de dire, tiens-toi à droite, mange, dis bonjour, oui, ça a une importance, mais finalement, pas tant que ça. Alors, ce qui est amusant, c'est que les enfants s'imprègnent de ce que vous êtes, mais vous vous imprégnez aussi de ce qu'ils sont. Et je vous disais tout à l'heure, hors antenne, que j'étais impressionnée par votre capacité à jouer le rôle de l'ado. Vous avez une fille qui a 18 ans. Vous savez beaucoup de ce qu'elle vous imprégnez beaucoup de... Oui, parce que souvent, ça la fait râler, parce que c'est vrai que quand ma fille n'arrivait pas à faire ses devoirs, j'ai fait un sketch sur les devoirs. Enfin, c'est vrai que surtout ma fille aînée, je m'en suis pas mal inspirée. C'est une source d'inspiration. Ouais, mais elle est toujours pas toujours très contente. Mais qu'est-ce qu'on disait que... Sur ce que vous aviez envie de leur transmettre à vos filles. Je sais, de ne pas se décourager, par contre. D'être persévérante. Ouais, ça je pense. Et puis je trouve qu'elles ont toutes les deux des bonnes qualités de rapport humain, mais ça vient plus de mon mari, je trouve. Je veux dire. Elles se destinent à la scène également ou pas du tout? Non, pas spécialement. Alors, puisqu'on parle des ados, j'ai beaucoup aimé aussi dans votre spectacle quand vous faites allusion à la baisse du niveau scolaire. La jeune fille que vous interprétez sur scène avec brio donc, est persuadée que Le Rouge et le Noir est une œuvre de Jeanne Masse et que Roméo et Juliette est signé par Kamel Ouali. Est-ce que finalement l'insolence des jeunes que vous mettez un peu en lumière dans votre spectacle, mais aussi le relatif niveau d'inculture, ce sont des choses qui vous inquiètent? C'est une autre génération, mais je vois même la différence. J'ai une fille qui a 18 ans et l'autre qui a 10 ans, et je vois la différence dans leur manière. La petite, elle se sert de l'iPad, elle fait des films, elle fait des montages, enfin, elle a une espèce de dextérité là-dedans qui est assez impressionnante. Et beaucoup de gamins de 3 ans, je les vois, donc c'est une culture différente, quoi. Il faut pas vivre dans le regret de la culture littéraire du passé, même si on peut déplorer que les enfants lisent plus. Moi, je me souviens, avec ma deuxième fille qui a 10 ans, moi, il y avait un livre que j'avais adoré quand j'étais petite, c'était Le Pays des 36 000 volontés d'André Mauroy, où ils allaient dans un pays imaginaire, il y avait des bonbons, ils avaient le droit de... J'ai adoré ce livre. Et je sais pas, il y a 2-3 ans, c'était l'été, donc ma fille avait 7 ans, je dis, je vais te lire un livre. Et elle n'a pas du tout aimé, quoi. Elle était, limite, elle se moquait. Enfin,
voilà, elle était déjà dans Harry Potter, dans des trucs, et ce livre lui paraissait complètement... et là, je me suis dit, ben voilà, quoi, c'est comme ça. Il faut accepter que nos références, ce qu'on a... Voilà, ils n'ont pas spontanément le goût de ça, mais ça ne sert à rien de le déplorer en disant... Enfin voilà, ils ont d'autres qualités, c'est une autre manière d'être. Encore une fois, c'est le changement, quoi. Il y a un autre sujet grave, au-delà du niveau d'inculture que vous évoquez, un sujet beaucoup plus grave même, c'est la question du racisme. C'est peut-être d'ailleurs l'un des sujets vous êtes les plus graves dans votre spectacle. Est-ce que vous avez le sentiment que notre monde actuel n'est pas assez tolérant ? Je pense qu'avec la crise économique, ça provoque une crispation des gens et la recherche de boucs émissaires. Et évidemment, les étrangers sont le premier des boucs émissaires qui vient à l'esprit. Et c'est bien dommage, mais c'est comme ça, quoi. Donc oui, mais c'est lié aux conditions économiques, c'est lié aux tensions sociales, c'est lié... les gens se crispent sur leur position. Mais on le voit dans plein de domaines, enfin. Alors vous évoquiez donc le jeu de la crise économique. Indépendamment de vos spectacles, vous avez aussi eu l'idée d'une série qui est diffusée sur Comédie, qui s'intitule « C'est la crise ». Une série dans laquelle vous incarnez une mère de 3 enfants qui est confrontée à la faillite de son mari, obligée de se remettre à travailler. Alors à votre côté, il y a plusieurs humoristes de talent qui contribuent à nous faire partager donc, les péripéties de cette famille, bousculée par la vie. Donc il y a crise professionnelle, pour le coup, crise de couple, crise de la quarantaine. Est-ce que la famille, c'est une valeur importante à vos yeux ? Oui, bien sûr, c'est une valeur importante, mais c'est une valeur qui est aussi bousculée, mais en même temps, il faut aussi accepter les mutations de la famille. Maintenant, les gens disent « Oh, j'ai pas une famille normale », mais il n'y a plus de famille normale. Il y a des tas de modes de famille, et il y a des modes de famille qui peuvent être très différentes et qui peuvent être formidables, comme il y a des familles traditionnelles qui peuvent être épouvantables. Je pense qu'après, tout dépend s'il y a de l'amour dans la famille. Je pense que c'est quand même ça la donnée essentielle, quoi. Est-ce qu'il y a un message que vous avez eu envie de faire passer avec cette série, C'est la crise ? Un message, non. Non, il n'y a pas un message. Alors vous parlez dans votre dernier spectacle de vos 2 grands-mères, l'une qui est originaire du Maroc et l'autre de Russie, qui étaient très différentes l'une de l'autre. Je crois d'ailleurs qu'ils ne s'entendaient pas très très bien, si j'ai bien compris. Ce sont des personnages qui vous ont beaucoup marqué, l'une et l'autre ? Oui, je pense que j'avais vraiment 2 grands-mères qui étaient assez atypiques et qui étaient toutes les 2 des fortes personnalités. Et je pense que ce que je suis et ce que j'ai fait n'est pas anodin par rapport à ces 2 grands-mères. Parce que ma grand-mère russe a toujours été fascinée par les gens qui écrivaient. Et quand elle est morte, dans son appartement, il y avait plein de livres, d'autobiographies d'acteurs. Et ma grand-mère du Maroc avait caressé aussi le rêve d'être écrivain. Donc elle a aussi écrit. Et à un moment, elle avait voulu être actrice aussi. Donc voilà, c'est des femmes qui ont... Et puis c'est des femmes qui se sont battues, enfin je sais pas, qui étaient peut-être un peu des femmes libres ou libérées avant l'heure, et qui n'étaient pas des aventurières, parce que ce serait leur faire injure que de dire ça. Mais c'est des femmes qui étaient atypiques, qui n'étaient pas conventionnelles, qui avaient des fortes personnalités l'une et l'autre. Et oui, certainement, je suis porteuse de ces 2 femmes-là. Elles auraient probablement été fières de vous l'une et l'autre, puisqu'en 2010, vous avez été désignée l'humoriste préféré des Français dans un sondage TNS Sofres Logica. Qu'est-ce que vous avez ressenti en l'apprenant ? J'étais étonnée quand même. Étonnée ? Ouais, bah oui. Parce que je sais que les gens m'aiment bien, mais de là... Et là, récemment, il y a eu un sondage où j'étais 2e et j'étais aussi étonnée d'être... Ouais. Bah, c'est une belle récompense, l'amour du public. Mais après, je pense qu'il ne faut pas non plus se dire je suis première, je suis 2e, je suis 3e, je suis 5e. Enfin, je pense que voilà, après, tout ça fluctue, il faut accepter aussi. Quel lien vous entretenez, vous, avec votre public ? J'entretiens un lien assez chaleureux. J'ai beaucoup de femmes, je suis très aimée des femmes. Aux autographes, il y a beaucoup de femmes, de tous les âges, mais quelques hommes, pas mal de gays, mais surtout des femmes. Donc quand vous montez sur scène, c'est en tant que comédienne. Est-ce que vous auriez aimé être danseuse ? J'aurais pas pu. Mais c'est un art qui vous attire ? Oui, je trouve ça exceptionnel. Ouais. Je trouve que les danseurs sont pas assez médiatisés par rapport à la qualité et l'exigence de cet art, quoi. Qu'est-ce qui vous séduit particulièrement dans cet art ? Mais c'est quelque chose qui ne supporte pas la médiocrité. Donc il y a un degré d'exigence. Quand j'entends des comédiens se plaindre, j'ai envie de leur foutre des balles. J'ai dit, mais essayez de faire de la danse classique, on en reparle, quoi. Vous allez régulièrement voir des ballets ? Oui, quand je peux, oui. Alors vous allez être ravis parce qu'on accueille aujourd'hui sur ce plateau Claire-Marie Osta, qui est une danseuse étoile, qui vient tout juste de faire ses adieux à la scène, mais qui continue néanmoins à exercer dans cet univers. Elle va nous rejoindre sur ce plateau. Claire-Marie Osta, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez envie de réagir pour commencer à ce qu'a dit Anne Roumanoff dans la première partie de l'émission ?
Disons de réagir à ce qu'elle vient de dire à l'instant sur la difficulté de la carrière de danseuse, mais je n'ai pas envie d'en parler comme une difficulté, mais comme une chance, parce que justement le fait de ne pas pouvoir mentir, d'être dans un monde d'exigence, mais où justement on est amené à vivre le dépassement de soi pour une passion, je trouve que c'est une chance et que dans le monde qui nous entoure, quelquefois, ça manque de ne pas avoir ce genre de motivation et d'avoir à ce point l'occasion d'exister, de chercher toutes les ressources qu'on a en soi en tant qu'être humain. C'est un art qui le propose au quotidien. Vous venez tout juste de faire vos adieux à la scène. On va en parler dans quelques minutes. Mais vous n'avez pas complètement quitté l'univers de la danse puisque vous dirigez les études chorégraphiques au Conservatoire de Paris. Comment est-ce qu'on arrive à ces fonctions ? Eh bien, on pose sa candidature. Il y a un processus de nomination ? Oui, exactement, avec une commission, un recrutement, un dossier. Vous dites que j'ai quitté la scène, c'est pas tout à fait exact. En fait, c'est le contrat avec l'Opéra de Paris qui s'achève. Et évidemment, avec ça, l'ensemble de la vie de danseuse étoile à proprement parler, mais tout ce qui s'est ajouté de chaque jour de cette carrière et depuis le premier jour où j'ai enfilé un chausson de danse se poursuit finalement. Il y a une rupture par rapport à mon environnement, à mon lieu de travail, mais tout ce que je pense de la danse, tout ce que j'aime de la danse est toujours en moi. Et vous entraînez tous les jours encore ? Alors, pas tous les jours. C'est vrai que ça a mis quelques temps et c'est pas fini de s'adapter à une nouvelle énergie pour continuer d'être en harmonie avec ce que je suis et qui vivait la danse athlétiquement quand même. Eh bien, ça a pris quand même quelques mois pour accepter de ne plus être dans cette intensité d'efforts physiques et que finalement, qui me pesait vers la fin de ma carrière parce que ça demandait tellement d'énergie pour être juste au moment où c'était le moment sur la scène. Donc j'apprécie de ne plus être dans ce rythme-là, mais ça a mis un petit peu de temps à s'adapter. Alors même si vous continuez quand même un petit peu malgré tout, comme vous le disiez, vous avez donc fait vos adieux sous les applaudissements, sous une pluie de confettis d'or. Il y a des images qui se baladent sur Internet qui sont magnifiques. C'était lors de la dernière représentation de l'Histoire de Manon. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Est-ce que ça a été un peu déchirant ? Alors il y avait une grande tension parce que j'ai réalisé que c'était les gens qui me fêtaient. Enfin, c'était une fête, vraiment une cérémonie d'au revoir de la part du public. Et vous disiez tout à l'heure que les danseurs, globalement, n'étaient pas très médiatisés. C'est vrai, et je l'ai vécu jusqu'à présent également comme une chance parce que quand j'entre sur scène, c'est mon personnage qui entre en scène et pas moi, Claire-Marie, avec une partie de ma vie privée. Enfin, dans la réalité, c'est moi, Claire-Marie, mais je veux dire, il n'y a pas du tout cette arrière-pensée que le public se demande ce que j'en pense, moi, d'une manière si intime. Et donc, je suis vraiment dans la peau de mon personnage en entier. Il n'y a jamais d'ambiguïté sur les choix que je vais faire. Or, ce jour-là, peut-être pour la première fois de ma vie, je me suis dit, c'est moi qu'on vient voir. Et ça met de la pression. J'imagine. Est-ce que vous trouvez, vous, Anne Romanoff, que les comédiens, eux, sont trop médiatisés ? Non, ils ne sont pas trop médiatisés, mais ils sont tout le temps en train de se plaindre. Et c'est un peu... Ce tournage n'a pas été trop dur. Ah si, non, ça va. Non. Ils en font trop. Non, mais il y a trop de... Après, c'est une économie, donc voilà, il y a des raisons à ça, mais je trouve qu'ils sont trop en train de se regarder le nombril, quoi. Et quand on voit les danseurs, l'exigence, il faut aller à la barre tous les jours, il faut s'entraîner tous les jours, enfin... Il y a pas... Quand vous faites un truc qui est raté, tout le monde le dit. Voilà, je trouve tout le monde le voit surtout. Oui, tout le monde le dit. Et voilà, c'est très impressionnant, quoi. À quel âge est-ce que vous avez commencé la danse, Claire-Marie ? Alors, j'ai commencé la danse à 5 ans. J'ai envie de dire comme beaucoup de petites filles. Ce qui est sûr, c'est que dès le premier jour d'entrer dans ce petit cours de danse à Nice où je vivais, je me souviens que le professeur avait dit à mes parents, mais ne lui achetez pas tout de suite la tenue, on ne sait jamais si ça lui plaît pas. Et donc, je me souviens très bien d'avoir dit, mais si, je suis sûre que ça me plaît, achetez-moi la tenue. on peut m'acheter la tenue tout de suite. Et j'avais raison.
enfin j'avais raison, voilà, la suite m'a donné raison en tout cas. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que dès ce premier jour-là, je me suis sentie danseuse. Je n'avais aucune idée de ce que c'était qu'être danseuse professionnellement. Et ça n'a d'ailleurs été le cas que quand je suis rentrée dans le corps de ballet de l'opéra. Tout ce parcours qui a précédé a été vraiment fait par mon goût de danser. Est-ce que très vite, vous avez eu envie d'en faire un métier? Mais non, justement, je n'avais aucune idée. C'est-à-dire que je n'avais pas envie d'en faire mon métier dans le sens où j'avais décidé. Enfin, je savais que la danse ne me quitterait pas et que c'était dans ce milieu-là où j'étais le plus moi-même, même par rapport à une sorte de double vie dans ma scolarité. Que j'ai très bien suivi et aimé faire, mais disons qu'il y avait vraiment un épanouissement beaucoup plus grand et plus abouti, toujours un peu en avance de ce que j'étais dans la vraie vie quand j'allais à mon cours de danse. Il y avait quelque chose de plus mûr, je m'en souviens très bien, je me maquillais un petit peu, mais c'était pas une façade, c'était juste que je me sentais plus complète quand j'étais dans le milieu de mon cours de danse qu'à l'école. Avec mes couettes, bon. L'une de vos filles fait de la danse, Anne, je crois. Est-ce qu'elle a cette même passion ou est-ce que ça reste plus un hobby? Oui, elle a une passion. Elle a une passion pour la danse. Classique également? C'est la plus jeune? La plus vieille. La plus vieille. 18 ans, elle n'est pas encore... Vous avez été championne de claquettes. Comment est-ce que vous êtes tombée dans cette discipline? Alors là, c'était un concours de circonstances. Je me suis fait une fracture au pied. Mes parents se sont dit ça va lui faire une bonne rééducation. J'avais une dizaine d'années. Donc j'habitais à Nice. Il y avait le centre de danse de Rosella Hightower qui était à Cannes où il y avait toutes les disciplines et c'était voilà. Donc on m'a inscrit là et quand j'ai pris mon premier cours, le professeur a dit à mes parents mais elle en a déjà fait hein, donc et on a dit non, c'est la première fois. Ah bon. Voilà, et comme elle avait besoin d'inscrire certains élèves pour pouvoir avoir le visa pour travailler, parce que c'était une danseuse américaine, eh bien, je me suis retrouvée inscrite à la Fédération française de claquettes et je me suis retrouvée à gagner le prix en professionnel alors que j'avais fait 3 mois de claquettes. Vous n'avez jamais refait? Non, parce que j'en ai refait un petit peu et même professionnellement dans le ballet de Nureyev, dans sa version de Cendrillon, où il l'a déplacé dans le monde du cinéma et des années 30, et donc à un moment où elle est déguisée en Charlot et où elle enfile des claquettes. Donc j'ai même eu l'occasion d'en tirer profit. Alors après des études à Nice, hein, vous évoquiez Nice tout à l'heure, vous êtes rentrée au Conservatoire supérieur de Paris. Vous êtes sortie d'ailleurs avec un premier prix qui vous a ouvert les portes de l'école de danse de l'Opéra. Quels sont les souvenirs que vous gardez de cette période? Alors l'arrivée à Paris, c'était formidable. Jusqu'à présent, enfin jusqu'à ce moment-là, donc la danse était en double vie avec la scolarité et j'avais pas du tout eu l'intention de quitter mes parents, ma famille et ma région. Et l'entrée au conservatoire, ça a été une découverte culturelle en fait. C'était vraiment l'euphorique de se promener dans Paris. Bon, la liberté, mais puisque je suis venue seule à Paris, mais pas vis-à-vis de ma famille. C'était juste une émancipation qui n'allait pas tarder à arriver de toute façon. Bon, j'avais 15 ans. Maintenant que j'ai des enfants, je me dis c'était bien jeune, mais à l'époque, ça ne m'avait pas gênée. Mais d'être dans une ville pareille, pouvoir aller au musée, voir des expositions, aller plus souvent au cinéma, voir des ballets, puisque finalement j'en avais tellement peu vu. Jusque-là, je connaissais de l'opéra que la série des Jours Heureux. Donc il était temps de se mettre à jour quand même. Alors vous avez été très vite remarquée, vous avez été d'abord coryphée, puis sujet, puis première danseuse. Et c'est en fait une représentation de Paquita, je crois, qui vous a permis d'accéder au stade de danseuse étoile en 2002. Oui, c'est ça. Alors ça s'est passé pas si rapidement que ça. Les premières années à l'opéra, oui, puisque j'ai accédé au titre de sujet après 2 ans. Donc coup sur coup, on a des examens chaque année si on souhaite s'y présenter pour monter de grade. Et ensuite, là, je suis restée quelques années. Et c'était, maintenant que tout ça est derrière moi, une belle période aussi, parce qu'une vie de groupe, une connaissance, enfin une culture chorégraphique très différente de ce qui s'est passé après, enfin vraiment de nature très différente. Et l'énergie de groupe m'a beaucoup plu. Je suis ravie que ça se soit terminé un moment et que j'ai vécu donc la suite, la deuxième moitié en fait de cette carrière en soliste puis en étoile.
puisque ça a encore ouvert d'autres rencontres, une autre relation à la scène, au personnage. Mais l'équilibre des deux m'a beaucoup plu. Comment est-ce qu'on vit ce métier de l'intérieur? Parce que Anne Romanoff disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est très difficile, c'est très rigoureux, c'est très exigeant. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Comment ça se passe quand on vit ça de l'intérieur? Il y a une très bonne ambiance dans la troupe, oui, puisque la plupart des gens sont passionnés, enfin tous, j'ai envie de dire, même si le développement des carrières peut être différent. Il y a, on a l'impression peut-être, je ne sais pas, vu de l'extérieur, que l'opéra, c'est une énorme maison et qu'il y a une sorte de huis clos, alors qu'en fait c'est l'inverse. Toute la planète danse, enfin, une grande partie de la planète danse passe par l'opéra. Donc même si on se déplace géographiquement, mais il y a aussi la danse qui se déplace et qui vient croiser souvent le chemin de l'opéra. Donc en étant danseur à l'opéra, c'est une des caractéristiques, c'est qu'on est traversé par la plupart des courants et des grands courants du moment. Donc on est à la fois garant d'un répertoire et d'une histoire qui nous forme et qui nous amène à l'excellence, qui je trouve est une chance si on a le potentiel, enfin, la capacité de le vivre, hein, un peu à tous les niveaux qu'il y a dans la compagnie. Et aussi, et c'est ce qui je pense nous rend performants quand même dans ce maintien du répertoire, c'est aussi la traversée du monde contemporain. Alors Anne, vous disiez tout à l'heure que les comédiens ont tendance à se plaindre pour tout et n'importe quoi. Ceci dit, c'est aussi quand même une profession très exigeante. Enfin, vous, en l'occurrence, dans vos textes, il faut que ça fasse rire, il faut que ça tombe bien, il faut qu'il y ait le bon mot. C'est aussi ça demande aussi beaucoup de rigueur. Oui, j'ai pas dit que c'était facile d'être comédien. Mais quand je vois les danseurs, enfin voilà la difficulté. Et puis, disons qu'un comédien, il peut aussi ne pas travailler pendant 3-4 mois, il reste toujours comédien. Un danseur, même s'il n'a pas de travail, il est obligé de s'entraîner, sinon il perd son niveau physique. Donc ça, c'est quand même pas anodin quand même. Est-ce qu'il y a des danseurs ou danseuses qui vous ont particulièrement marqué et inspiré, pour lesquels vous avez beaucoup d'admiration? Il y en a, je suis pas du tout d'une nature fan, c'est-à-dire que je suis vraiment dans l'instant présent. J'ai aimé mon maître, voilà, Christiane Vossard, qui était danseuse étoile, que j'ai jamais vue danser en vrai, si ce n'est avec moi dans le cours. Enfin, et j'ai revu quelques images d'elle récemment, puisqu'elle est décédée l'année dernière et qu'on lui a rendu hommage. Et en regardant quelques films que j'avais d'elle, de stages ou de cours qu'elle nous donnait, j'ai réalisé à quel point elle dansait bien. Et donc c'est vraiment elle que j'ai envie de citer pour mon admiration. Ensuite, je me sens bon public par rapport à la danse, dans le sens où c'est un moment tellement unique de voir quelqu'un sur scène aussi engagé, justement, que je suis touchée à chaque fois que je vois des gens le faire, même si il y a un esprit critique qui peut être de temps en temps utilisé, mais disons, c'est vraiment un lieu qui demande une grande générosité, et cette fois-ci, pas que pour la danse. Est-il vrai que lorsque vous étiez enfant, vous souhaitiez rentrer dans les ordres? Alors ça m'a traversé l'esprit, effectivement. J'avais, comment dire, une idée de cet endroit où on allait être intensivement engagé, totalement engagé, et finalement ça ressemble quand même un peu à ce que j'ai fait, dans le sens de l'implication personnelle. Ensuite, bon voilà, ça n'a pas abouti dans le sens où finalement la danse a rempli mes aspirations. Ça n'a pas empêché de garder un lien qui s'est d'ailleurs intensifié. C'est la question que j'allais vous poser. Oui. Finalement, quelle place la religion joue-t-elle dans votre vie? Une énorme place, c'est-à-dire que c'est... je considère que c'est une partie de moi, que c'est une partie de ma vie, que d'être sensible à ça et qui participe aussi, ça participe aussi à mon équilibre. C'est vrai que c'est une des aspirations que j'ai depuis toute petite, même si mes parents ne voulaient pas que j'aille au catéchisme parce qu'ils voulaient attendre que je sois plus grande, même si j'ai été baptisée. Donc c'était pas de m'empêcher d'avoir de la spiritualité, mais disons, ma mère a fait sa communion, enfin elle a fait le baptême quand elle avait une vingtaine d'années, donc voilà, je pense qu'elle a imaginé que c'était bien aussi de le faire dans un temps plus âgé. Et j'espérais, et ça a été le cas d'ailleurs, avoir un jour le temps d'y consacrer plus de temps, justement. Et c'est ce qui s'est passé récemment. Est-ce que vous avez reçu, Anne Romanoff, une éducation religieuse? Non, moi c'était un peu compliqué parce que mes parents sont d'origine juive et je me sentais toujours en porte-à-faux à l'école parce que
J'étais ni vraiment juive, j'étais pas catholique. Enfin, je souffrais de ça. Ne serait-ce que par conformiste, j'étais mal à l'aise parce que les catholiques, ils faisaient des week-ends à l'aumônerie, ils n'arrêtaient pas de dire « Oh, on s'est trop marré ». Et les juifs, ils faisaient des fêtes qui avaient l'air super. Et moi, j'étais homologuée ni l'une ni l'autre, quoi. Et donc moi, j'avais une soif un peu de ça, mais sans pouvoir... Et en fait, donc, moi, mon mari est très croyant. Donc, Lui est catholique. Catholique, très croyant, très pratiquant. Et donc, je me suis convertie il y a 2 ans. Voilà, je me suis fait baptiser la nuit de Pâques. Et qu'est-ce que ça a représenté pour vous? Ça a été un moment fort? Oui, en fait, j'ai rencontré aussi un curé, c'était dans le 18e, à l'époque où j'habitais, qui était très compréhensif, parce qu'il y a une préparation quand même assez longue. Mais il m'a dit que comme je vivais avec Philippe, j'étais un peu imprégnée. parce que c'est vrai que ça m'avait un peu découragée. C'était 2 ans, et moi, avec les spectacles et tous les jours... Enfin, je me disais... Et en fait, il m'a dit... Et c'était vrai, en fait, parce qu'il me voyait à la messe quand même. Mais j'avais l'impression d'être une catholique clandestine, parce que j'allais à la messe, mais comme je n'étais pas baptisée, je ne prenais pas la communion. Donc je me sentais un peu aussi, encore une fois, un peu en porte-à-faux, quoi. Est-ce que vous avez envie de réagir, vous qui disiez que votre foi a été en s'accentuant? Oui, parce que d'ailleurs c'est amusant parce qu'il y a pas mal de points communs, puisqu'à la nuit de Pâques, il y a 2 ans, moi j'ai fait ma confirmation et première communion, enfin tout en même temps. Après un long parcours, effectivement. Bon, devait être au même endroit, c'était à Notre-Dame? Non, moi c'était dans l'église de mon quartier. Ah oui. Oui. Quel est le lien que vous faites entre danse et foi? Mais c'est... Non, il faut rester sur des choses quand même qui se comparent. La danse, c'est... Enfin, disons, là où ça se compare, effectivement, c'est que la danse est pour moi un moyen d'épanouir totalement ma nature humaine et que ma nature humaine comporte pour moi la foi. Donc, que toujours, pour citer mon professeur, elle nous disait pas courage, elle nous disait et la foi. Donc, ce sont quand même des phrases qui se retrouvaient dans le même lieu et qui pouvaient se croiser. Et vous avez le sentiment, quand vous dansez, que le corps et l'esprit, finalement, ne font qu'un? Mais ils ne font qu'un. D'ailleurs, quand un danseur dans une ère exceptionnelle, on dit c'est divin, et c'est vrai, il y a une part, une grâce, ouais. il y a une part qu'on ne peut pas expliquer, une part, quelque chose qui vous traverse et qui vous... Oui, j'ai l'impression enfin, si je témoigne de ce que je ressens, vraiment un processus de recherche d'un éveil maximal et d'une ouverture. Donc c'est un petit peu ce qu'on décrit quand on doit s'ouvrir pour recueillir, pour accueillir et donc pour ensuite pouvoir donner. Donc finalement, quand j'étais sur scène, ou si ça m'arrive de l'être encore, je me sens vraiment comme un vecteur de quelque chose. C'est à la fois ma parole, mais qui a d'abord accueilli quelque chose avant de pouvoir rendre. C'est sûrement pas que la mienne. Alors, il y a beaucoup de partage aussi, vous l'évoquiez. Vous avez dansé avec de nombreux partenaires masculins, notamment Mathieu Gagnaud. Et on a toujours le sentiment que c'est totalement fluide. Est-ce que cette complicité, elle est difficile à établir ou elle se fait naturellement? Rien ne se fait naturellement, mais elle n'est pas non plus difficile. C'est un des aspects aussi de la danse que j'ai beaucoup aimé, c'est que même s'il y a une solitude d'artiste dans la préparation et aussi de fait dans la carrière de soliste, ça s'appelle comme ça, c'est pas pour rien, la complicité et l'intimité qui se crée entre 2 partenaires, la plupart du temps, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu, c'est une vie à part. Alors vous avez épousé une autre étoile de l'Opéra de Paris, Nicolas Le Riche, avec lequel vous avez 2 enfants, oui. C'est ça? Les mariages entre étoiles sont-ils fréquents? Alors, ça c'est déjà arrivé, oui, c'est pas unique, mais après, dans tous les milieux, hein, il y a on va pas faire des statistiques sur les mariages entre étoiles. Non, ce qui est peut-être moins fréquent, c'est de rester marié. Vous avez toutes les 2 enfants et j'ai envie de vous poser la même question. Est-ce que la maternité a influé sur votre perception des rôles? Est-ce qu'elle vous a transformé? Alors, on parlait un petit peu tout à l'heure, Anne Roumanoff, de vos filles qui sont une source d'inspiration. Est-ce que l'une et l'autre, ça vous a transformé voilà. Moi, je pense que ça m'a calmée quand même. Oui. C'est-à-dire que ça m'a rassurée et apaisée. Ça veut dire que quand j'ai démarré mon métier, j'étais quand même beaucoup dans le stress, la peur, une espèce d'inquiétude diffuse, même quand ça marchait, que ça ne dure pas. Voilà. Et quand j'ai eu ma fille, voilà, c'est quand même... voilà. Et pour moi, c'est très important dans un métier où
où il y a de la compétition, où il y a des coups durs des fois, où il y a d'avoir un socle familial solide auquel on peut se ressourcer, se reprendre, parce que c'est quand même le centre de la famille, quoi. Enfin, là, pour moi, voilà, cette cellule familiale, même si des fois on s'engueule, que ça normalement, quoi, mais ça n'empêche pas que c'est quelque chose auquel je suis très attachée. Ouais. Et vous? Oui, je partage cet avis. C'est, je pense, un élément majeur d'accomplissement de ma vie intime, en fait, dans lequel la danse participe aussi, mais pas du tout de la même nature. Et par rapport à ma vie professionnelle, le retour à la scène après ma première fille a été un peu plus difficile. Alors, il a mis les choses dans une certaine priorité, c'est-à-dire que retrouver un corps de danseuse, ça n'a pas été difficile du tout. Ce qui a été donc, parce que finalement, c'était ma nature d'être danseuse. Enfin, c'était quasiment depuis ma naissance que j'utilisais mon corps et mon esprit pour cet art, enfin, dans l'univers de cet art. En revanche, ce qui était plus dur, c'était la pression, et puis la pression d'aller sur scène. Et presque la motivation, c'est-à-dire que quand on vit une vie si intense que de devenir maman, faire tous ces efforts, cette fois-ci, inversement, ce que j'ai dit tout à l'heure, supporter la vie de troupe, les emplois du temps dans lesquels j'ai aucune décision, puisqu'ils sont organisés par rapport au spectacle et pas du tout par rapport à ma vie, là, c'était plus dur. Ça a été plus fluide pour la deuxième, qui a vraiment mis en valeur encore plus que peut-être je ne le ressentais avant, le plaisir du mouvement que je ressens. On va passer à présent au questionnaire inattendu. Le principe est très simple. Juste après le jingle, je vous poserai une série de questions à l'une et à l'autre. Enfin, c'est la même, et vous répondez dans l'ordre que vous souhaitez. Quelle est l'œuvre que vous auriez aimé accomplir? Je sais pas si... Moi, j'admire beaucoup Mère Teresa, mais j'aurais pas eu le courage de le faire, mais j'admire beaucoup. Et vous, Claire-Marie? Je vais vraiment être mauvaise pour ces questions. Une personne que vous admirez, que vous auriez aimé rencontrer? Charlie Chaplin. Alors voilà, merci de m'aider. Qui fait des claquettes, donc. Aussi, mais plus que ça. Que diriez-vous à l'enfant que vous étiez lorsque vous aviez 10 ans, l'une et l'autre? Je dirais, tu vois, ça s'est pas si mal passé quand même. Finalement. Ouais. T'inquiète pas, je l'aurais dit. En fait, c'est ça. Oui. Comme le pape a dit, n'ayez pas peur. Et je trouve que c'est très important ce mot, n'ayez pas peur. Et moi, je trouve qu'on est tout le temps, enfin, moi la première, hein, tout le temps en train de me faire du souci, d'avoir peur. Et finalement, après, on vit, après, on meurt. Enfin, je veux dire, le fait d'avoir peur ne change pas grand-chose au déroulement des choses. Et moi, très longtemps, ça m'a empêché de savourer la vie, le succès, le fait d'avoir peur. Donc s'il y a une chose que j'aimerais corriger en moi, c'est ça. Vous avez réussi à vous en débarrasser? Non, ça s'est atténué. Mais Alors moi, j'aurais dit, tu avais raison de ne pas avoir peur. Qu'est-ce que vous a appris la vie que vous aimeriez transmettre? La simplicité, apprécier vraiment la simplicité. Ça paraît banal, on dit souvent, il faut apprécier les choses simples, avoir une forme de patience, mais... je me rends compte qu'autour de moi, ce qu'on pourrait décrire de quelque chose de normal, eh bien, en fait, c'est exceptionnel. Que finalement, les choses qui rentreraient dans le cadre de ce qui est normal sont rares. Redites la question. Qu'est-ce que vous a appris la vie que vous aimeriez transmettre? Moi, je dirais de ne pas se décourager, de ne pas lâcher quand on veut quelque chose, De persévérer. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous n'avez pas encore fait jusqu'à présent? Moi, j'aimerais être plus calme. Je suis, en plus, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est les hormones ou quoi, ou la vieillesse, mais je trouve qu'il y a que des fois, je peux péter les plombs, je deviens... voilà, et je me dis, mais pourquoi je suis agressive comme ça? Enfin, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je pars tout de suite, mais... Et il n'y a pas de demi-mesure, je suis volcanique, quoi. Et c'est ridicule en plus. Mes enfants, ils me regardent, ils me disent « Maman, c'est la ménopause ». Je sais pas. Et donc, je trouve que voilà, j'aimerais arriver à me calmer aussi, à être plus sereine. Il y a des fois... L'autre fois, j'ai fait une émission de télé en Belgique, ça se passait super bien, c'était en direct. Et à un moment, l'émission s'est arrêtée, on n'était plus à l'antenne.
Et je suis restée hyper calme. Et ils étaient tous décomposés sur le plateau, la présentatrice. Et moi, je suis restée. Et je me suis dit, waouh, j'étais contente de moi. Mais 2 jours après, j'ai perdu mon portable en Belgique. Et alors là, enfin, vous n'étiez plus calme du tout. Ah, j'étais pas du tout calme. J'étais calme, mais c'était pas de la faute de quelqu'un. Enfin, il avait mis sa voiture à laver, mon portable dans la voiture. Mais le type, je l'aurais tué. Alors que je lui ai pas dit vraiment. Mais c'était trop excessif. Enfin, qu'est-ce que c'est un portable par rapport à la vie? Enfin, ouais, c'est ridicule de se mettre dans des états pareils. Et donc, il y a une fois, vous voyez, où j'ai eu un truc où je me suis admirée. Une autre fois, je me suis dit, ma pauvre fille, t'as encore du travail. Et vous, Claire-Marie, qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous n'avez pas fait? Tenir une promesse, c'est-à-dire un jour aller chercher mes filles à l'école et manger avec elles le midi plutôt qu'elles aillent à la cantine. Voilà, quand j'ai pris ma retraite, ou enfin en tout cas quand j'ai quitté l'opéra, je leur avais promis qu'on le ferait. Entre-temps, j'ai donc eu ce nouvel emploi qui me prend en tout cas au moins autant de temps qu'avant, dans des horaires qui sont plus tout à fait les mêmes, mais quand même. Donc je mange toujours pas avec elles le midi. Il faudrait qu'un jour je le fasse. Écoutez, j'espère que à l'avenir, vous aurez le temps de le faire. Cette émission touche à sa fin. Une fois par semaine, déjà, Bah oui, c'est bien, je me d'instaurer un rituel. Je rappelle pour nos téléspectateurs qu'Anne Romanoff, vous êtes en tournée avec votre spectacle intitulé Anne Rougemanoff. Tous les lieux et les dates de représentation figurent sur votre site, dont l'adresse est anneromanoff.com. Merci à toutes les deux d'être venues sur KTO. À très bientôt. Merci. Merci.